Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis entrepreneur et je mets tout mon cœur et mon énergie au service d'un monde plus conscient et plus humain. On traverse une période difficile où tout est remis en question, avec des crises multiples et dans laquelle on se sent tous un peu perdus. Mais la bonne nouvelle, c'est que certains voient cette période comme une transition entre deux civilisations, un basculement de paradigme. Finalement l'opportunité d'un monde nouveau, un peu comme la Renaissance qui a permis de sortir du Moyen-Âge pour entrer dans l'ère de la modernité. Pour cette deuxième saison du podcast, on a décidé de travailler avec We Are One, la communauté des leaders engagés à faire émerger une civilisation consciente et juste. Ensemble, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui imaginent et créent ce nouveau monde pour comprendre ce changement de civilisation, pour t'aider à trouver ta voie et pour partager les clés pour agir. Alors, prêt à changer d'air ? Bonjour Léa. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté de discuter avec moi sur les conseils de Charles. Ça fait longtemps que je voulais faire un épisode sur les religions, sur les spiritualités et tu vois, il y a plein de manières de le faire. Il y a aller voir des gens mystiques, aller voir plein de manières de voir ça et que du coup, Charles m'a parlé de ce que tu fais. Tu es formatrice et consultante sur sur la question de la diversité religieuse et de la laïcité. C'est également coach, mais comme tu m'as dit, ça veut dire plein de choses, donc tu nous expliqueras un peu plus en détail. Mais globalement, le but de cet épisode, c'est un peu de revoir ce que c'est la laïcité, de voir quel peut être le rôle de la laïcité, le rôle des religions, de la spiritualité, dans notre changement personnel, dans le changement sociétal et ouais, peut-être de redéfinir un peu, re-questionner, toutes ces questions. Est-ce qu'avant de pour lancer l'épisode, tu peux commencer par nous présenter un peu, qui tu étais enfant et comment ça t'a mené, à faire ce que tu fais aujourd'hui? Oui, merci beaucoup déjà, pour cette invitation à partager autour de mon histoire et puis de ma vision, qui est que effectivement les religions et la spiritualité sont un véritable levier de transition et qui pour moi est largement sous-estimé et j'étais pas du tout, prédestinée en fait à être sur ces sujets-là. J'ai pas eu une éducation, religieuse du tout. Mon père, est spécialiste d'histoire de l'art. Il a pendant des années, écumé les églises, à la recherche, des chapiteaux romans. Mais, c'était quand même on va dire la seule, présence du religieux dans la famille et mon grand-père qui faisait la croix sur le pain aussi. Mais OK. il y a pas eu, tu vois, d'éducation religieuse et par contre, ce qui a toujours été au cœur, moi, de mes questionnements en tant qu'enfant, c'était, pourquoi est-ce que, on n'a pas tous les mêmes chances, dans la vie? Comment ça se fait que, il y ait des inégalités qui soient aussi criantes? Et ça, je sais pas pourquoi, j'avais cette conscience-là très tôt, parce que j'étais pas dans un milieu très politisé et j'habitais dans un village de 200 habitants, donc c'était pas, forcément très visible. En tout cas, c'est des questionnements que j'ai toujours eus et qui après ont un peu été le fil directeur de mon parcours professionnel. Mmh. Et comment est-ce que alors cette partie-là est arrivée dans ta vie? Alors la religion, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée parce que je suis attirée par tout ce qui est invisible, si je pouvais OK. résumer ça comme ça. Hem, donc tout ce qui est croyance, tout ce qui est structure, système, qui viennent sous-tendre, les comportements qu'on peut avoir en tant qu'individu ou en tant que société et les religions, pour le coup, c'est vraiment un exemple, de groupe ou de système qui traite de l'invisible et donc ça m'a toujours attirée et il se trouve que quand j'ai eu 16 ans, mon cousin était parti faire un tour d'Afrique pour, voilà, être à la rencontre, de ses cultures et puis aussi de lui-même, je pense et il s'est trouvé là-bas dans une communauté, sénégalaise, musulmane, soufie, qui est une branche, plutôt ésotérique et mystique, spirituelle de l'islam et Est-ce que donc tu il a peux dire atterri un peu ce que là-bas. ça veut dire? Est-ce que tu peux un peu Mmh. dire, parce que je sais pas si on va en reparler, mais on dit souvent il y a des branches, les fameuses branches ésotériques et mystiques. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux branches plus classiques d'une religion? Comment tu Alors, il y a beaucoup de débats autour de définir des catégories, enfin, je veux dire, c'est des débats internes, Ouais. théologiques, et moi, c'est des objets que j'ai étudiés en tant qu'étudiante en sciences des religions. Donc, voilà, je peux en dire quelques mots parce que je suis spécialiste
de cette, confrérie que j'ai été, étudier au Sénégal. Mais après, voilà, c'est un tout petit bout de ce qu'on pourrait dire sur le sujet. En OK. tout cas, pour, dresser le paysage, religieux, de l'islam, souvent on a en tête cette opposition entre, un islam sunnite et un islam chiite. Hem Et en fait, il y a différentes façons de vivre, cette religion, y compris des confréries, qui sont plutôt tournées autour de groupes, de collectifs qui ont été créés, par des représentants, voilà, du prophète, enfin, qui ont OK. prolongé la tradition, spirituelle. Et donc celle que moi j'ai étudiée, c'est une branche qui s'appelle la Tijaniya Ibrahimiya, qui est née à Kaolack au Sénégal. Heu et donc j'ai été dans une de ces communautés, issues de cette, Tijaniya Ibrahimiya là-bas. OK. Tu avais 16 ans du coup pendant ce voyage? J'avais 16 ans, j'allais, vraiment, je sais pas, je pense que j'avais entendu parler, de l'Afrique comme quelque chose de très exotique, tu vois? J'avais plein de représentations sur ce que ça pouvait être, ce continent. Et en fait, j'y suis allée, et j'ai été dans une famille, accueillie à bras ouverts, mais par contre, complètement déboussolée parce que je savais pas ce que c'était que l'interculturel. J'avais été rarement confrontée à la diversité, dans mon parcours, rural. Mmh. Et donc c'était à la fois super déstabilisant et super enrichissant de pouvoir, être dans une famille où on parlait pas, heu, toujours français, où je découvrais des plats, des conceptions de la vie qui étaient complètement différentes, des miennes. Donc ça m'a tellement happée, j'ai été tellement attirée par ça que j'y suis retournée après de nombreuses fois, j'essayais d'y retourner chaque année, pour passer un mois, pendant les vacances. OK, Et très incroyable. vite, j'ai aussi été, attirée par, par une vision complètement différente de la religion puisque la société sénégalaise, ça n'est pas une société qui est sécularisée comme la nôtre. Au contraire, on voit, en fait, Dieu est partout. Dieu est sur, les taxis, Dieu est sur, les t-shirts, des disciples qui portent, le visage de leur chair, de leur guide spirituel. On entend de la musique religieuse, enfin des louanges, partout, tout le temps. Et moi, ça m'a beaucoup questionnée, ça m'a beaucoup interrogée sur ce qu'il y avait là-bas, de spécial. Et donc ça m'a attirée aussi pour passer le cap de la conversion et puis pour essayer de savoir, les secrets dont on me parlait, mais qui sont réservés aux initiés. Donc moi, voilà, esprit curieux que je suis allée, voir ce qu'il en était. OK. Et ça, c'était au même moment où tu sais, ta licence, je sais plus si c'était en sciences des religions ou c'est 2 choses qui sont venues en parallèle? Parce qu'il y a la partie comme on disait un peu la dernière fois, très, émotionnelle et vraiment où tu vas suivre, je sais pas là, tu parles de Dieu, tu vois? C'est pas pareil de dire: «Je me convertis à une religion» que de dire: «Je fais une étude, j'étudie les religions», quoi. Donc comment ces 2 choses ont évolué en parallèle, dans ta vie? Je me suis convertie à l'âge de 18 ans. Heu, OK. j'ai pris le temps, même si c'est quelque chose qui m'attirait depuis un petit moment, mais j'ai pris le temps vraiment de savoir pourquoi je le faisais, de m'investir dans cette démarche, de façon, la plus consciente possible. Donc ça, c'était mon côté expérientiel, si je peux appeler ça comme ça. Mais Et du après, moi, et j'ai un esprit, plutôt, tu vois, rationnel, à essayer de comprendre ce qui se joue derrière. Et c'est quand, en master 2, que j'ai choisi de dédier mon terrain de recherche à cette communauté, en essayant de prendre du recul, justement, sur les dynamiques à l'œuvre au sein de la communauté. Voilà, donc j'ai pas, comment dire? C'était un mémoire qui s'intéressait plutôt à savoir comment une communauté religieuse se développe, quelles sont les tensions, quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour, le déploiement de la communauté, en transnational. Voilà, c'était un petit peu différent de mon expérience de la foi, même si c'était relié parce que les personnages, principaux de mon mémoire étaient des personnes que je connaissais très bien, par ailleurs. d'accord. Mmh. Ah passionnant. OK, on reviendra un peu sur ce sujet, peut-être un peu plus tard. Et comment aujourd'hui tu définis la laïcité? Qu'est-ce que c'est la laïcité? Ah, c'est une très vaste question. C'est une très vaste question que je vais essayer On a une de heure. résumer en quelques mots. Parce que souvent on a cette, comment dire? On a cette compréhension de la laïcité qui est une compréhension, juridique, et politique, on va dire.
on va dire pour résumer, la laïcité, c'est un principe, politique et juridique qui va venir régir, le rapport qu'on a, aux religions dans une société qui est de plus en plus sécularisée en France. Néanmoins, il n'y a pas qu'une seule conception de la laïcité, il y en a plusieurs qui s'affrontent, C'est qui quoi sont la parfois complémentaires, parfois concurrentes. Mmh. c'est quoi la première conception politique et juridique dont tu parles là? C'est quoi aujourd'hui la loi dans la Fran dans en France, la loi? Qu'est-ce qu'elle dit sur la laïcité? Bah, la loi, alors il y a plusieurs lois qui ont défini progressivement ce qu'était la laïcité. Déjà, on a commencé par, réaffirmer le principe de la liberté de religion et ça, c'est depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc même sans parler de laïcité, on était déjà dans cette volonté d'apaiser, les relations, puisqu'on voilà, on était issus de tous ces conflits, de guerre de religion. Donc la volonté, ça a été, au moment où la République, a été instituée de pouvoir, au réaffirmer cette liberté de religion et puis ensuite, OK. il y a eu plusieurs phases qu'on a appelées des que Jean Bobéro a appelé des seuils de laïcisation. Donc c'est des plusieurs on va dire plusieurs phases qui progressivement ont mené à la laïcité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a eu à la fin des années, 1880, les les lois républicaines qui ont permis progressivement de séparer, le religieux et le du politique, les différentes sphères, notamment de l'école. Les enseignants sont devenus, des personnels, qu'on a dit laïques, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus des religieux au sein de l'école publique et cetera. Enfin, il y a eu je passe vite sur ça, mais il y a eu plusieurs, vraiment plusieurs phases, et la loi de 1905 évidemment, c'est celle qu'on a en tête. Il se trouve que le 9 décembre prochain, ça va être les 120 ans de cette loi. Il va y avoir beaucoup de célébrations autour de cette date anniversaire avec des conférences, des colloques et cetera. Donc, c'est l'occasion de rediscuter de l'héritage, de cette loi, et de son ancrage aujourd'hui dans la société française. Toujours est-il que, même en Elle 1905, il n'y avait pas une seule vision de la laïcité. En fait, la loi de 1905, elle est l'aboutissement de négociations, autour de qu'est-ce qu'on entend par, la séparation des églises et de l'État et les hommes politiques de l'époque n'avaient pas, forcément la même vision, tout comme aujourd'hui. Donc c'est intéressant, je trouve, de pas voir ça comme un bloc monolithique. C'est vrai que la loi, elle ancre dans le paysage français cette séparation. Elle rappelle donc la liberté, elle rappelle l'égalité entre tous les citoyens, quelles que soient, leurs croyances, leurs convictions ou leurs non-croyances d'ailleurs. Hem et la séparation donc de ces sphères, de l'État avec le religieux. Mais ouais, finalement, la loi, c'est aussi un fait social qui est ancré dans une époque et qui est amené à sans cesse évoluer et c'est ce qui est le cas d'ailleurs, depuis 1905. C'est-à-dire que notre conception de la laïcité a toujours été renouvelée et il y a eu plusieurs lois récentes qui amènent une autre conception, de la laïcité encore. On peut penser à la loi de 2004 qui, interdit, le port de signes religieux manifestant de façon ostensible son appartenance, voilà, à une religion. Voilà, on peut penser à la loi de 2010, même si c'est pas une loi qui est du tout, fondée sur la laïcité, mais qui a amené pas mal de débats. La loi de l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, avec ouais. tous les débats qu'il y a eu autour de la burqa. Parce Donc, qu'attends, voilà. avant 1904, si je résume, on part de, Déclaration des droits de l'homme finalement à ancrer cette idée que, on accepte toutes les religions et on veut pas, il y aura pas de on n'est pas contre une religion et tout le monde est accepté. Ensuite en 1905, il y a carrément la séparation, de l'État et de l'État et de ses partis et de la religion et 2004 en fait, c'est quelque chose de complètement nouveau, c'est on refuse la manifestation ostensible d'une appartenance. Alors qu'avant c'était OK en fait, tout le monde pouvait se balader dans la rue avec une grosse croix sur la tête et en 2004, on dit finalement, OK, peut-être pour encourager, cette acceptation, on évite de trop dire ce en quoi on croit, c'est ça? Alors ça, c'est la loi de 2004, elle s'applique seulement, aux Au lieu public. établissements non, non, aux établissements scolaires, OK, d'accord. heu, primaires et secondaires publics. D'accord.
Donc c'est vraiment dans le cadre de l'école publique Ah où oui, d'accord. effectivement on a le droit de porter un signe religieux, mais un signe qui serait plutôt discret. Ça a D'acc été une conséquence de tous les événements qui ont eu lieu à partir de 1989 autour de voilà, il y avait eu beaucoup de débats autour de l'événement notamment de Creil qu'on appelait l'affaire du voile, de façon un peu rapide et schématique, mais il y a eu beaucoup de débats autour de est-ce que l'école républicaine est vraiment le lieu où les appartenances religieuses doivent être manifestées? On peut pas non plus l'interdire totalement cette manifestation de nos convictions puisque sinon ça serait un obstacle à la liberté de religion qui est inscrite à la fois dans notre constitution, et dans, les textes, européens. Donc c'est pas ça n'est pas que l'histoire de la France. Mais vu que c'est une limitation en fait, c'est pas une interdiction totale, c'est une et limitation. On peut montrer son appartenance. Les élèves ont le droit de dire ce en quoi ils croient ou non. Mais par contre, on limite des comportements qui apparaissent comme menaçants pour, la tranquillité et le bon déroulement du service public et le prosélytisme qui ne sont pas bienvenus, à l'école publique. L'alternative à ça, c'est que les enfants ou les parents qui voudraient scolariser leurs enfants dans, des écoles privées peuvent le faire OK, ce qui n'est pas et du tout là, ils interdit. sont libres voilà, là, ils sont libres de porter le signe religieux, tant que le règlement, ne l'interdit pas. Mmh. OK, donc en fait, aujourd'hui, la loi, elle est très peu restrictive au cours la loi, elle dit on a le droit on a la liberté d'avoir sa religion. L'État n'a rien à faire là-dedans et à part à cette petite loi de 2004 qui, du coup, met ça dans l'école publique parce que c'est pas forcément le lieu, la loi est encore enfin, reste assez large. Et tu me disais tout à l'heure qu'il y a enfin, encourage la liberté. Tu me disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs visions du coup, de la laïcité. Et c'est quoi les autres manières de voir la laïcité une fois qu'on sort de la loi, purement juridique, quoi? Mmh. Oui, il y a beaucoup de conceptions et de nuances, mais en gros, on pourrait schématiser ça puisqu'on est dans un débat qui est très fortement polarisé autour de la laïcité. On pourrait résumer ça en 2 pôles. Un pôle qui serait plutôt axé sur, la liberté de manifester ses convictions, OK. heu, avec quelques limitations, qui sont inscrites dans la loi, hein, d'ailleurs, du bon déroulement du service public, de l'ordre et de la tranquillité, de la salubrité, bref. Des limitations on va dire, Pour, qui sont à la marge pour éviter les débordements et les conflits ou justement que cette liberté n'empiète sur les libertés des autres. Et une autre conception serait plutôt une conception, qui serait motivée par la sécurité, heu, qui pense que dans un monde, où beaucoup de risques sont liés aujourd'hui, à la religion, on a eu des périodes, très fortement anxiogènes, et dramatiques autour des attentats. Heu, Depuis 2001 en fait, depuis le 11 mmh, septembre, on est dans cette, vision aussi, qu'il faut se protéger des religions et de leur déploiement, violents, et oui, radicaux et donc du coup, cette conception-là vise à plutôt protéger la société, heu, de la contre les religion. religions, en fait. Pas forcément contre les religions, mais en tout cas contre, les débordements violents et donc cette conception sécuritaire évidemment a Mmh, tendance à englober, bah, voilà l'ensemble. des conceptions erronées, voilà, de ce que ça peut être, qu'une religion qui peut être aussi pacifique, notamment l'islam. OK. Et tu dis ça a commencé en 2001, mais pour moi, enfin, en tant que limite scientifique, dans mon inconscient, la religion, c'est aussi un peu un danger au savoir, à des choses comme ça, tu vois? Je sais plus forcément ce que je pense aujourd'hui, mais quand on nous apprend l'histoire, il y a quand même un moment où la religion, elle brûlait les sorcières, elle disait que la terre était plate donc tu vois, il y a aussi un peu enfin, moi, dans ce côté, pôle 2 sécurité, on a envie de se dire: «Attention, il faut vraiment que la religion, elle reste, enfin, pas dans un coin, mais qu'elle vienne pas trop sur l'espace public, quoi». Oui, je pense que c'est aussi lié parce que c'est tout à fait juste, là, j'avais en tête, les débats autour de la radicalisation, mais en tout cas, Oui, ce qui est je pense qu'il est important d'avoir en tête, c'est que la religion et l'État, ou la religion et les libertés individuelles, c'est pas une histoire qui date, du XXe siècle, ouais. de 1905 et justement, je pense qu'on est marqué en fait, en tant que société par, tous les conflits,
tous les traumatismes, qui ont eu lieu de génération en génération, qui se sont transmis, en fait, autour de ces questions-là. Et pour moi, quand on a peur, de la religion, c'est aussi parce qu'on a des traces de transmission inconsciente de, voilà, ce que ça a pu être à un moment, de guerre, de souffrance, de persécution et cetera. Merci pour ce partage. C'est quoi la place du coup, parce qu'on parle de laïcité, enfin c'est un sujet quand même qui est assez gros. Il y a enfin c'est quoi la place de la religion en France aujourd'hui? Puisqu'on est au lendemain de on a commémoré les attentats, du 13 novembre. C'est quoi aujourd'hui, ça représente quoi la religion en France? Alors, en termes de représentation, enfin les personnes, les Français qui se disent aujourd'hui, appartenir à une religion sont moins nombreux que ceux qui se déclarent sans religion. Ça, c'est déjà une chose à avoir en tête. Moins Heu, nombreux? Tu as plus de gens ouais, qui ils disent: «Je sont suis moins sans nombreux. religion». Oui, c'est ça. C'est dingue. OK. Donc là, j'ai plus la feuille, sous les yeux pour te redire les chiffres exacts, mais de mémoire, c'est 53 qui se déclarent, sans religion. OK. Je crois qu'on est, aux alentours de 25 de catholiques, de 11 de musulmans. Je crois qu'après on est aux alentours de 13 pour les autres courants du christianisme, Ah orthodoxie ouais. protestante. Mmh. Et ensuite on tombe à 0,5 pour les juifs et 0,5 pour les bouddhistes. Ça, c'est les chiffres de l'INSEE de 2023 sur, les adultes qui sont les 18-49 ans, qui se déclarent, Mmh, OK. avoir voilà, une appartenance religieuse. Ça s'arrête à 49 ans par contre, ça c'est marrant. Mmh. C'est marrant. Voilà, OK, donc donc en fait c'est pas une vision globale de la religion dans la société, mais ça permet quand même voilà, d'avoir un peu en tête un ordre d'idées. Et aussi, quand tu parles de religion, quelle est la place de la religion? Pour moi, c'est pas seulement, qui croit en quoi, mais c'est aussi, quelles sont les pratiques au quotidien des Français et des Françaises sur ces questions. Et là, ben, on a toute une diversité d'incorporation de la pratique, dans le quotidien. Donc, c'est très dur de dire, voilà ce que font les Français. Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils prient pas? Est-ce qu'ils vont à la messe? Est-ce qu'ils vont à la mosquée? Est-ce qu'ils vont à la synagogue ou pas? Est-ce que c'est une tradition culturelle, ou cultuelle? Est-ce qu'il y a vraiment cette dimension, de la foi qui est au cœur ou pas? Ça, ouais. ça devient très complexe après à analyser finement. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire au niveau global, c'est que de plus en plus, heu, la pratique telle qu'elle existait, par exemple pour le catholicisme, la pratique prend de moins en moins de place. Mais on a des recompositions religieuses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où on va peut-être plus, en tant que croyant, aller faire, un peu son «marché» entre guillemets entre les différentes traditions, Ouais. s'inspirer de tel courant, aller lire, des textes religieux sans pour autant, voilà, se déclarer croyant. Il y a tout un renouveau aussi des pratiques un petit peu ésotériques, qui sont pas forcément inscrites dans un courant religieux. Donc on voit en fait la spiritualité, prendre de nouvelles formes. Mmh mh. Et voilà, ça c'est intéressant de lire un petit peu ce qui se fait sur le sujet parce qu'on pense que le religieux est mort, mais en réalité dans les faits, il y a encore beaucoup de pratiques, qu'elles se disent religieuses ou non, qui sont en lien avec quelque chose de plus grand que soi, quoi. C'est trop intéressant. C'est intéressant que tu le vois d'un point de vue macro, moi à mon humble échelle, on voit, pour avoir été éduqué dans une religion, catholique, je vois ceux qui s'en sont complètement, barrés, donc en une génération sont passés de pratiquants à rien du tout. Ceux qui au contraire, retournent 10 fois plus que leur part à la religion, ceux qui deviennent, bouddhistes, hindouistes, enfin tout ce que tu veux en même temps et en fait comme tu disais, qui sont pas vraiment attachés à une religion, mais qui en prennent un peu de partout. C'est passionnant. Et comment tu utilises toi, dans je sais pas si c'est dans ton travail ou de façon globale, la religion comme un levier ou comme un outil pour, ce que tu disais, c'était plutôt pour se rapprocher, mais comment tu rassembles ça?
Oui, alors c'est au cœur de ma démarche parce que ce que j'ai observé, comme tout à l'heure on parlait de polarisation, Ouais, moi clairement, je me situe du côté des personnes qui ont espoir en l'humanité et qui pensent que, on a tout à gagner à la diversité, de nos convictions, de nos non-convictions. mmh Et je considère que ça, c'est de la matière, en fait. C'est une donnée, avec laquelle on peut créer quelque chose de beaucoup plus, intéressant et beaucoup plus riche. Et je travaille en faveur de l'inclusion, de manière générale, mais particulièrement sur ces aspects de conviction. Je considère que la religion, c'est un levier qui est souvent sous-exploité parce que c'est tabou. C'est quelque chose qui fait appel à notre identité profonde, à nos valeurs, à nos conceptions du monde, hem, souvent associées à des émotions qui remontent à très loin, à la transmission familiale, à voilà, des peurs, ou à des espoirs qui sont vraiment, intimes. Et donc quand on parle de ces sujets, en fait, on parle pas, de la pluie et du beau temps et donc c'est très compliqué, de les aborder et moi ce que je prône, c'est une approche qui est avant tout relationnelle. OK. De la diversité religieuse. Comment est-ce qu'on peut faire pour, à la fois avoir un terreau social fertile autour de ces enjeux et puis ensuite transformer ce terreau en, innovation, en transformation, qui permettent d'apporter quelque chose, de nouveau et de faire complètement levier, quoi. Ça, c'est vraiment qui caractérise mon approche et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'être, dans une dimension beaucoup plus portée vers l'action, parce que souvent OK. on est dans du tabou, dans le malaise, en fait, autour de ces enjeux et moi je pense que si on s'en saisit, si on les regarde bien en face et si on a des outils pour pouvoir communiquer autour de ça, alors on va pouvoir vraiment, créer quelque chose d'incroyable, quoi. Ouf, je l'avais jamais vu comme ça. Donc en gros, tu pars de, chacun a son religion sa religion ou pas, son histoire. Et en fait, toi, ce que tu dis, c'est plutôt que de dire, de passer on passe de la situation A, qui peut être la situation actuelle, où chacun a sa religion, ses croyances et se dit: «Oh là là, je suis pas content» et en fait, toi, tu crées des discussions qui font élever, c'est ce que tu appelles le terreau fertile. Comment tu fais concrètement? C'est beau. Si. Alors ce terreau, il existe. Ce qu'il OK. faut juste, c'est réussir à le convertir, si je peux utiliser ce terme-là, à le convertir de façon, utile pour que OK. la relation qui s'instaure entre 2 personnes ou plus, hein, qui ont envie de discuter de ces enjeux, puisse créer ce que j'appelle un espace éthique, de croissance. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour aller, connaître et reconnaître l'autre dans ton identité? Et je suis convaincue que quand cet espace éthique, il est créé, il y a quelque chose qui se passe, mais on ne sait pas quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut pas attendre quoi que ce soit de cet espace, parce que OK. c'est pas de l'ordre de l'injonction, ni de l'ordre de comment dire? D'un mécanisme automatique, qui se met toujours en place quand 2 personnes interagissent ensemble, de cette façon-là. On ne sait pas ce qui peut émerger de cette rencontre, mais en tout cas de cet espace, de dialogue, sans jugement, va forcément naître quelque chose, de positif pour la personne ou pour le collectif, pour la société. Parce qu'on va venir dépasser, nos croyances et on va aller chercher beaucoup plus loin grâce à la richesse de notre humanité partagée. Je pense que je vois ce que tu veux dire, mais si tu peux décrire aux auditeurs, Mmh. concrètement, c'est quoi toi, tu poses des règles, tu poses un cadre qui fait que la discussion va être fluide et la mayonnaise va prendre et on va s'écouter bien? C'est quoi le Oui, tout travail à pour les fait. entreprises qui t'appellent? Enfin, c'est comment, qu'est-ce que Oui, tu fais? ça peut être des entreprises, ça peut être des collectivités, ça peut moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de travailler la posture des professionnels, donc quel que soit leur environnement de travail, quelle que soit leur fonction, parce que je suis convaincue que au travail, les questions religieuses surgissent de plus en plus. Mmh. Il y a eu des études qui ont montré que 7 entreprises sur 10 sont confrontées à la question du fait religieux.
OK. donc on peut pas l'ignorer aujourd'hui. Ça fait partie vraiment heu, des questions, importantes à aborder tant en termes de management, de RH, enfin voilà, il y a différents niveaux. Mais finalement, cette question du dialogue et de l'espace éthique, elle dépasse le cadre professionnel. C'est-à-dire que comment est-ce que moi, en tant qu'être humain, je suis en capacité d'aller à la rencontre, de quelqu'un d'autre qui pense différemment, croit différemment que moi, et donc pour ça, effectivement, il y a des règles. Pourrais pas J'appellerais pas ça forcément des règles, mais en tout cas des des leviers de facilitation de ces dialogues, qui sont, de réussir à descendre dans un niveau d'écoute très profond. Parce que quand on veut aborder ces sujets, il faut à la fois être dans l'ouverture, sinon la personne en face ne se sent pas dans la confiance de pouvoir se livrer. Donc il faut déjà être, comment dire? Oui, dans cette attitude ouverte et sans jugement, qui va permettre d'être dans un niveau, oui, très profond d'écoute, et ce niveau très profond d'écoute va ensuite, laisser la place à la co-création. Mais c'est seulement dans un deuxième temps. D'abord, on se décentre de sa propre expérience, de son propre regard, et puis progressivement, en fait, en écoutant et en parlant aussi, en parlant d'une façon, utile pour pas qu'on vienne, voilà, soit adresser des jugements, soit, asséner des vérités qui, en fait, ne concernent que nous, que notre propre expérience. Donc il y a quelques outils comme ça qui peuvent être vraiment, aidants. Mais en fait, ça va laisser place progressivement à la co-création, et donc là, il peut y avoir plein d'initiatives qui se créent. Ça peut être, je sais pas moi, si on est dans un conflit parce que, on a des problématiques autour de l'espace, de prière au travail. OK. Je veux avoir une pratique, quotidienne, mais j'ai pas, la place dans mon bureau, donc je le fais dans la salle de pause. Mais là, il y a d'autres personnes qui se sentent mal à l'aise parce que considèrent que la salle de pause c'est pas une salle de prière. Donc il y a souvent comme ça des frustrations ou des débats, autour de ces enjeux, et en fait, personne ne les saisit. Donc comment dire? C'est comme un foyer un peu, Mmh. qui s'alimente, de façon négative, alors que cette énergie-là pourrait être mise au service de trouver des solutions collectives. Mais la solution collective, elle peut pas émerger si on s'écoute pas d'abord et si on n'a pas les clés d'un dialogue, fertile. Ouais, c'est ça. Parce que ce que tu décris en effet dans un cas, c'est un conflit absolu entre des collègues, parce qu'il y en a qui veut prier, l'autre qui veut pas prier, qui veut méditer, il y en a un qui comprend pas du tout pourquoi l'autre veut pas et l'autre qui a un malaise hyper profond, et quand Mmh. si, ton intervention et ton cadre, tu les fais parler ces 2 personnes, c'est au contraire, ça fait grandir, et il y en a un qui va finalement aider l'autre, et enfin, ça peut bien marcher, ouais. OK. Ce que je Heu, trouve de magnifique dans ces dialogues-là, c'est que souvent on pense que du coup, on va trouver une solution par rapport au problème, initial. Donc ouais. admettons là le sujet de la prière. Et en fait, très souvent, quand on a ce genre de dialogue, en fait, les solutions qui sont trouvées sont des solutions qui dépassent le conflit, mais qui deviennent, utiles et fécondes pour d'autres problématiques. C'est-à-dire que quand on adopte une posture inclusive, sur la question de la diversité religieuse, par exemple, et ben, en fait, cette posture-là, elle va nourrir aussi les relations qu'on va avoir, en cas de conflit, parce que, je sais pas moi, on a, une vision différente, sur, le sujet de management du moment, et on a nourri notre posture de plein d'outils et d'une approche qui va pouvoir ensuite être répercutée dans plein de situations qui peuvent être conflictuelles ou de tension, ou de gestion de nos différences. Donc en fait, c'est comme si on alimentait un écosystème, qui va ensuite, s'entretenir tout seul et qui va être, de plus en plus, heu, porté vers la co-création et l'inclusion, et de moins en moins, vers les tensions, qui nous bloquent, et qui peuvent se transformer malheureusement en communautarisme, en violence, en microagression, en discrimination, et j'en passe quoi. Enfin, tous ces mécanismes-là, ils existent aujourd'hui dans plein d'environnements, et donc en prévention, ça peut aussi être fait pas seulement en résolution de conflits, mais ça peut être aussi, fait en prévention. On peut renforcer cette posture, très tôt, et ça fonctionne vraiment quoi. Ça fonctionne vraiment.
Après, juste ce que je voulais, ajouter sur ça, c'est que souvent je prends cette métaphore du kintsugi, donc j'en profite pour le ressortir une fois de plus. C'est, heu, c'est cette métaphore de cette céramique, c'est un art de la céramique, japonais qui en fait, prend des bols, qui sont brisés, ramasse les morceaux et viennent les recoller ensemble avec une résine qui est, saupoudrée de poudre D'or? d'or. Voilà et je trouve que cette métaphore du kintsugi social, elle est intéressante à avoir en tête pour dire que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la société est fracturée, aujourd'hui, elle est polarisée. On ne peut pas nier ces fractures et au contraire, plutôt que d'essayer de les résoudre, on va plutôt essayer de les transformer et de s'appuyer sur ça pour faire quelque chose d'encore plus beau. Mmh. Et Voilà, ça c'est donne mon comme approche. le kintsugi, tu passes d'un bol cassé ou d'un bol à un nouveau bol qui est plus beau parce qu'il a de l'or partout. OK, C'est ça, c'est merci ça pour et ce partage. qui cherche pas à cacher le Oui, à rafistoler, à cacher les ce qui est bréché, mais plutôt à s'en servir comme un levier et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et d'ailleurs pour le j'ai un projet de newsletter là pour, 2026 autour de ça, autour de qui s'appelle Fêlure fertile, qui dépasse la question de la diversité religieuse, mais qui est comment est-ce qu'on, en tant qu'individu, on se transforme à partir de nos fêlures. c'est beau, c'est encore plus profond. Mmh. Tu as un peu répondu, mais du coup, ma question c'était comment on protège la laïcité? Mais en fait, c'est à coup d'écoute et d'outils alors? De façon Je globale, sais si on veut, protéger oui, cette vision. c'est-à-dire que moi, je sais pas si je cherche à protéger en réalité la laïcité. Mmh mh. Je cherche à la défendre quand elle est attaquée, mais pour moi, ce qui est le plus important à protéger, c'est se souvenir qu'on partage notre humanité. Mmh. Comment on peut prendre soin de ce qui nous rassemble et c'est ça OK. pour moi qui est important de protéger dans un contexte où on a tellement de défis. On a tellement de défis climatiques, économiques, politiques, sanitaires et j'en passe, qu'on peut pas se permettre en fait de s'affronter les uns les autres. On Mmh n'a mh. plus ce luxe-là et donc pour moi, c'est vraiment ça que j'invite à voilà, à protéger, c'est comment est-ce qu'on prend soin de ce qui nous rassemble et on évoquait le coaching tout à l'heure. Pour moi, le coaching, c'est aussi un outil qui nous permet d'explorer en tant qu'individu, comment est-ce qu'on peut, se transformer et se mettre au service de quelque chose de plus grand que nous. Alors il y en a qui vont parler d'identité profonde, de mission, mais en gros, c'est quelle est ma place dans ce monde et comment est-ce que je peux y contribuer, en étant vraiment, dans toute mon intégrité. OK. Sans avoir peur d'être 100 moi-même, Mmh. parce que je travaille et parce que je le fais avec les autres et en même temps en acceptant l'autre qui est dans une différence, absolue, mais j'adore ce que tu disais sur le côté, s prendre soin de ce qui nous rassemble. En fait, là, si on file la métaphore du terreau, tu vois, j'ai l'impression que ce qui peut pousser de ce terreau, c'est de réaliser, que la personne en face de moi, elle a beau avoir une religion différente, des pratiques différentes, une famille, une histoire, mais en fait, comme tu l'as dit, dans le fond, on a les mêmes enjeux, on a envie de prendre soin de nos familles, on a envie quand même que les gens autour de nous soient plutôt heureux, on a envie d'avoir du temps, pour prendre soin des autres et se connecter à ce que tu as dit avant, quoi. Donc c'est peut-être ça un peu ce qui peut pousser peut-être quand Mmh. tu quand tu ouvres le dialogue et l'écoute. Oui, mais il y a plusieurs niveaux de connexion, on va dire, et ce que tu dis là, c'est la connexion, on va dire empathique, intragroupe. Donc le fait de prendre soin de ceux qui me ressemblent, voilà, ma famille, ceux qui sont dans la même, religion que moi et cetera et moi, je pense qu'on peut aller à un niveau encore plus profond d'interconnexion et de comment est-ce qu'on est dans cet amour universel, quelles que soient en fait nos appartenances et c'est ça que tu vois, c'est ça que je vise, pas seulement la transformation de nos relations, mais que la transformation de nos relations soit un vrai levier pour la transformation des systèmes parce que c'est ça que j'ai en tête après, parce que j'ai cette analyse, vraiment systémique.
C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, dans une société qui est fracturée, qui est polarisée, où la plupart des institutions, dysfonctionnent, soyons honnêtes, comment est-ce qu'on fait pour créer, des petits îlots fertiles à partir de ces relations et de ce terreau-là, et qui vont petit à petit vont être, enrichis de plein voilà, d'initiatives et d'intentions différentes et vont donner place à ces nouveaux systèmes dont on a besoin pour le 21e siècle. Et alors, comment tu fais pour fermer ces petits îlots fertiles? Tu fais tu plantes des graines? Ça pour moi, ça part de l'individu, donc c'est déjà ça, c'est déjà travailler ces conditions-là internes, en coaching. Après, ça va être, si je m'adresse à des groupes, plutôt faire de la formation, les accompagner dans la transformation de leurs pratiques, et les pousser à l'action, dans la co-création et vraiment l'implémentation de ce qu'ils ont compris et appris dans leur pratique professionnelle, dans leur posture. Et puis après, au niveau des systèmes, et ben, c'est faire du conseil, faire de l'accompagnement pour que, en fait, l'organisation elle-même soit, organique, en fait, et puisse absorber, de façon organique cette inclusion. Là où aujourd'hui, malheureusement, il y a très peu de dispositifs qui sont mis en place pour prendre soin des relations au travail. Enfin, au travail ou dans la famille ou voilà, il y a plein de si on peut dire que la famille est un système, heu je veux dire, c'est vraiment la volonté des personnes qui souhaiteraient se faire accompagner sur ces questions, qui est moteur, plus que, la prise en charge par les organisations et pour moi, c'est fondamental que les organisations prennent en charge, la qualité de nos relations et comment est-ce qu'on peut mettre plus d'inclusion, plus de compassion, plus de sérénité dans les environnements, voilà, professionnels parce que c'est au cœur des enjeux, je pense, pour demain, pour aujourd'hui et pour demain. D'accord, je suis tellement d'accord. Si tu arrives à créer une organisation, dans dans le cœur même, dans les lois, tu sais, on a un peu toujours les piliers des sociétés, notre charte et tout. Si dans la charte, il y a déjà, on accepte l'autre 100 comme il est, on essaye de l'écouter, comme tu dis, une espèce d'amour universel, c'est ce serait des chouettes organisations. Et ça me fait Alors, retroussons-nous les manches, hein. Moi, je suis toujours partante pour ce genre de truc, vraiment. du travail et du travail. Mais je partage aussi cette conviction que le changement, il passe par l'individu et que ça peut grandir et rayonner comme ça, en tout cas, j'espère. Ce serait déjà un bon début pour la suite. On parlait ce matin avec Nolwenn et Charles de la laïcité. Un des trucs qu'elle disait, Nolwenn, c'était pourquoi, enfin, c'est tellement dommage qu'aujourd'hui, au nom de cette laïcité, il y a autant de crispation, tu vois, et même d'intolérance. Comment est-ce que la laïcité, qui est le respect et l'acceptation de toutes les religions, on passe en fait, on veut que les gens ils portent pas le voile dans la rue? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour utiliser ce concept, je dirais, pas aussi mal parce que c'est pas de la protection, c'est pas de la sécurité, c'est camouflé, quoi. Oui, bon, on peut utiliser des concepts pour tout et n'importe quoi, mais je pense que ce qui est au cœur de ça, c'est la peur. Ouais. La peur et le rejet de l'autre, Mmh. souvent à cause de la La peur. peur de quoi? La peur de Bah, quoi, la peur? la peur de ce qui est différent, ça peut être la peur de l'invasion qui revient souvent dans les discours. La En fait, c'est souvent ce qui est au cœur de ça, pour aller un petit peu plus loin dans ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je pense que qu'on sous-estime aujourd'hui, quand on parle de laïcité, on sous-estime le poids des émotions, Ouais. qui sont, voilà, au cœur de tous les débats et quand on est dans un débat polarisé, forcément, il y a de l'affectif, voilà, de l'émotionnel qui rentre en ligne de compte. Donc pour Mmh moi, mh. ne faire qu'une seule réponse juridique à voilà ce que dit aujourd'hui le texte de loi, c'est passer à côté de toute cette dimension-là qui subsiste, en fait. Donc il faut adresser les questions émotionnelles et relationnelles. Mais au-delà des émotions, ce qui est intéressant pour moi, c'est de creuser quel est le besoin? Qu'est-ce que cette émotion me donne comme information sur le besoin que j'ai? Et souvent les besoins, ce sont des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance. Donc qui sont en fait souvent les mêmes pour la personne en face, mais qui se Ouais. matérialisent de façon complètement différente avec des convictions, avec des comportements qui n'ont rien à voir. Donc si on arrive à redescendre au niveau des besoins,
à identifier, les émotions qu'on a en les nommant, en disant: «Voilà, je suis en colère parce que, j'ai besoin de sécurité, mais j'ai pas les conditions aujourd'hui qui me permettent de me sentir en sécurité. Donc voilà, j'ai cette colère, c'est ce que je suis en train d'éprouver maintenant». Et si la personne en face dit qu'elle, elle est en colère parce qu'elle se sent exclue et qu'elle a besoin de sécurité et d'appartenance, mais que son besoin, voilà, n'est pas rempli, en fait, là, on arrive à comprendre qu'on partage quelque chose. C'est incroyable. C'est un peu de la communication non violente, ce dont tu parles, Mmh, au niveau de regroupement, quoi. c'est OK. ça. Il y a Donc plein faut d'outils qui peuvent être vraiment, intéressants pour dégoupiller, tu vois, cette charge, très forte autour de la laïcité. Et je pense que si on en est comment dire? Si on passait plus de temps à parler de nos besoins et si on savait les exprimer de façon moins violente, déjà on arriverait à apaiser le climat général autour de ces enjeux. ce serait ce serait chouette d'avoir des débats télévisés où c'est pas des débats, mais toi explique-moi pourquoi est-ce que tu veux porter, un voile dans la rue et toi explique-moi pourquoi ça te dérange qu'il se passe ça, ce serait ça doit exister certainement, mais pas sur les grandes chaînes, disons. Ça Mmh. existe très peu, honnêtement, ces espaces de dialogue. Oui, il y a plusieurs initiatives qui existent, hein, notamment des initiatives de dialogue interconvictionnel qui permettent, voilà, à des croyants de se rencontrer avec, d'autres personnes qui partagent pas les mêmes convictions. Et c'est très riche, c'est vraiment très riche. Mais c'est rare. C'est-à-dire que ces initiatives-là sont très rares parce qu'elles sont pas aujourd'hui acceptées. Vraiment, c'est très rare qu'on parle de nos convictions religieuses, dans la sphère publique, ou Mmh. alors si on le fait, c'est souvent pour servir un projet politique derrière. Donc c'est voilà, je trouve que c'est j'aimerais porter plus d'initiatives qui permettent, aussi aux femmes, parce que c'est très rare que les femmes prennent la parole sur ces sujets-là, OK. aux femmes de s'exprimer sur, en fait, pourquoi est-ce qu'elles pensent ce qu'elles pensent? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs aspirations? Et comment est-ce qu'elles pourraient contribuer elles aussi, à une société plus juste et inclusive à travers leur foi et leur spiritualité? Pourquoi particulièrement les femmes? Enfin, pourquoi est-ce que dans le cadre de des religions parce qu'elles ont moins de parole? Pourquoi je suis pas sûr de comprendre exactement ce que tu viens de dire sur les femmes. Non, je pense qu'il y a pas de lien entre, le fait religieux en lui-même, mais c'est plus qu'on est dans une société, on va dire globalement patriarcale, où c'est rare que, le discours des femmes sur l'intime ait cette portée politique, tu vois? Enfin, politique au sens large, au sens, voilà, quel est le projet, de société qu'on veut pour demain. Et du coup, souvent, en fait, on débat de ces questions de foi, dans la sphère familiale ou entre amis. Mmh. Parfois à l'intérieur d'une communauté religieuse quand on a la chance, voilà, d'être soutenu, et qu'on trouve des personnes qui vivent la foi de la même façon que nous. Mais rarement à un autre niveau qui serait celui de dire: «Bah oui, moi je crois en une société où, la spiritualité peut être, un moteur», parce qu'en fait, on va aller tous et toutes aller beaucoup plus loin que Mmh. ce en quoi on croit, et on va tous s'enrichir de la vision, des autres. Qui a dit, «Le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas»? C'est pas un peu ça? Oui, c'est une phrase qui a été dite par beaucoup de monde. OK. Je m'avais peut-être déjà dit ça en plus. La dernière fois, on avait parlé un peu du féminisme et du racisme qui est lié justement à la alors comment est-ce que la religion, le fait les tous les la partie domination est liée, ouais, à ce sujet-là? Comment, enfin, quel est le lien entre tout ça? Alors, il me semble qu'on avait évoqué ça par rapport à la question du voile. Mmh mh. Heu, Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est stéréotypes, discrimination, exclusion, des femmes voilées, en fait, c'est avant tout un sexisme. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, en France, on a de l'islamophobie. Mais ce sont davantage les femmes qui sont ciblées, par ces attaques, islamophobes, et notamment les femmes qui montrent de façon ostensible leur appartenance à la religion musulmane, donc souvent par le voile. Et donc les femmes sont malheureusement, oui, plus souvent, sujettes à des attaques, heu, anti-religieuses du coup, mais aussi, sexistes. OK. Plus qu'un homme à barbe avec un petit chapeau, quoi. Beaucoup C'est plus ça. qu'un homme, et ça a été prouvé à différentes reprises. Ça a été prouvé, dans les testings,
de CV. Ça a été prouvé, même dans le nombre, alors j'ai plus en tête le nombre exact, mais le nombre d'agressions et d'actes anti-musulmans, est plus fort, beaucoup plus fort, pour les femmes qui sont davantage victimes. OK. Et puis même on le voit, enfin je veux dire même dans la sphère, publique et médiatique, on voit que c'est souvent ça qui agite, les débats, c'est autour de la question du voile. Parce qu'on a donc ceux qui sont plutôt partisans de dire, finalement, ben, le voile est une oppression, donc au nom du féminisme, Va l'interdire. on va défendre ces femmes pour interdire, voilà, le port du voile. Il y a celles ou ceux qui pensent au contraire que, en étant féministe, on devrait plutôt écouter les femmes, qui souhaitent le porter et donc les encourager dans cette voie si c'est ce qu'elles souhaitent. Il y a aussi tout beaucoup une grande, grand nombre d'indécis qui ne prennent pas, position sur ces sujets, mais qui assistent un peu, impuissants, au débat, en se rendant bien compte que oui, et là, il y a quelque chose qui est en train de, comment dire? Il y a une sorte d'ambiance, un climat, qui est un peu nauséabond, parce qu'on est quand même dans un, voilà, dans une société où les enjeux démocratiques sont sans cesse menacés. Donc faut avoir aussi ça en tête quand on parle de liberté individuelle. On ne sait pas jusqu'à quand, cette liberté de religion va être respectée. Il y a beaucoup d'hommes politiques, sauf c'est souvent des hommes, mais il y a beaucoup d'hommes politiques qui portent cette parole de, je refuse, l'invasion, des musulmans, qui restent chez eux, et cetera. Donc il y a tous ces débats, en fait, qui sont aussi sous-jacents, et souvent la question, je pense que c'est pour ça qu'on en avait parlé, souvent la question, religieuse, c'est une question qui est intersectionnelle parce qu'on parle derrière, de questions d'origine, de culture, voilà, d'égalité femmes-hommes, de projets politiques, pour la société française, et donc tout ça vient se mêler, et c'est très compliqué de dire ce qui est vraiment religieux dans cette histoire, et c'est pour ça que moi je suis passionnée par ces enjeux parce que c'est Ouais, complexe. ouais, C'est c'est ça que très, j'aime. très large, ouais, ouais. Même s'il y avait pas de religion, si tous les, je dirais si tous les émigrés algériens, marocains étaient arrivés sans aucune religion, mais faisaient du couscous à fond et avaient des chants, mais qui n'avaient rien à voir de religieux, ça aurait été le même sujet, quoi. Et mais tu l'as dit, en fait, c'est marrant parce que tu m'as dit, c'est un peu la peur, du grand remplacement et en même temps, quand tu regardes les chiffres, quand tu as 11 de musulmans alors qu'il y a, 50 ans, il y en avait 0, tu te dis: «Bah, en effet, il y a des il y a c'est pas un remplacement quoi, mais il y a du changement» et je pense que comme tu disais, ça touche aux besoins profonds, quoi. Là, on voit l'identité, que nos parents ou que nos grands-parents nous ont transmise, c'était comme ça et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout comme nous. Donc si tu pas eu la chance d'avoir été ouvert, enfin, en fait, c'est compréhensible que ça fasse peur peut-être même. Ça, c'est la peur que tu disais, Oui, moi je pense qu'il faut qu'on et sorte de ce, comment dire? De cette approche, binaire, parce que tout ça ouais. est tellement nuancé, en fait. C'est pour ça que moi quand voilà, j'essaye d'avoir un discours le moins polarisant possible. Oui, Mmh. en fait, il existe aujourd'hui des enjeux qui sont très, fortement, polarisants, mais si tout le monde, en fait, nourrit ça, on se Mmh. retrouve à s'affronter les uns les autres et à se battre. Est-ce que c'est ça Mmh qu'on mh. veut? Donc moi, ce que je pense, c'est qu'au contraire, on devrait en discuter en reconnaissant le fait que oui, c'est des sujets qui sont chauds, mais comment faire pour que ces sujets chauds deviennent, de l'espoir, quoi? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Ouais. Bah, je pense qu'il y en a pour qui le scénario, dans 100 ans, en fait, il y a toutes les religions qui se côtoient de façon égale et tout le monde est heureux et il y a pas de violence. Il y a des gens qui veulent même pas de ce scénario et qui préfèrent se battre plutôt que d'entendre ce scénario, tu vois? Même si c'est un scénario de paix et d'amour et qui potentiellement est vachement plus souhaitable par n'importe quelle spiritualité, il est tellement, différent de ce qui existe actuellement qu'il peut faire peur, quoi. Ça peut Oui, ça me fait penser au j'écoutais la dernière fois une intervention autour de la radicalisation, et ce qui rejoint un petit peu ce que tu dis, en fait, prendre le pari de plutôt de se battre et que d'aller chercher le dialogue et la paix, et souvent ce qui est aussi une autre dimension qu'on n'a pas forcément, évoquée, mais souvent
ce qui est à la source de cette radicalisation, c'est OK. une exclusion qui peut être, voilà, socio-économique, de certains groupes d'appartenance, mais c'est cette exclusion qui va venir nourrir la haine de l'autre et qui va nous emmener, à des comportements violents. Et je trouve que c'est intéressant du coup de se dire que plus on va, entretenir le lien, plus on va limiter ces comportements, qui portent atteinte à toutes les valeurs qu'on s'est fixées comme contrat, social quoi, en tant que république, en tant que démocratie. Et donc pour moi, c'est plus ça notre mission. Oui, on pourrait adresser ces enjeux à un niveau politique, mais on nous entend, enfin pour moi, je pense que ça ne sera pas entendable, parce que c'est plutôt dans la posture d'écoute et de relation qu'on peut venir nourrir un modèle différent. Mais ça prend du temps, c'est pas un effet waouh, C'est pas un effet c'est waouh. moins vendeur. Comme d'habitude, hein. C'est plus dur, c'est plus long de construire des choses, enviables et positives que de détruire quelque chose, Ce serait quoi le rôle, du coup, des religions en tant qu'organisation dans cette construction? C'est aussi Qu'est-ce qu'elles veulent ouais. faire? C'est aussi un vaste débat parce que quand on parle de religion, en fait, c'est comme si on venait essentialiser des communautés qui sont toutes, différentes, qui portent des pratiques, des cultes différentes, des façons de fonctionner en organisation complètement différentes. Donc c'est compliqué de dire quel est le rôle de la religion, mais en tout cas, en tant que on va dire si la communauté religieuse est une institution, ça serait intéressant de vraiment faire vivre les valeurs qu'elle défend. C'est-à-dire OK, d'inspirer par le fait d'être modélisante, par l'exemple. par l'exemple. Mais est-ce que une des valeurs de la plupart des notamment je pense au gros monothéisme, il y a pas un côté justement de on est la bonne religion, donc par essence, est-ce que la valeur, si je la seule que je connais bien moi, c'est tu vois, c'est le christianisme où en fait, tu as une dissonance entre le message du Christ qui est de dire, aimez-vous les aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres, Mmh. quoi. Et la réalité du christianisme aujourd'hui de, bah, non, si l'autre il est musulman, c'est vrai que je vais avoir du mal à l'aimer, voire même au contraire, je vais avoir envie qu'il se casse, quoi. Donc, tu vois, tu dis les valeurs, il y a un peu les valeurs, profondes et spirituelles, des guides et la valeur, en fait, du dogme, religieux, quoi. Mmh. Et est-ce qu'il y a pas même un truc où la religion doit réinventer ses valeurs peut-être, je sais pas? Pour moi, ça tient pas tant aux valeurs religieuses que, aux individus et à leurs besoins fondamentaux de, comme je disais, de sécurité et d'appartenance. Et du coup, quand on est dans une situation où on a un certain pouvoir, on cherche avant tout à le maintenir. Oui, Et c'est ça. donc ce qui est intéressant pour moi, c'est plutôt de dire: «Bon, comment est-ce que ce pouvoir, il peut être distribué et partagé?» Et comment est-ce qu'on peut en faire en sorte qu'on se rejoigne sur ce qui est essentiel pour nous? Et il y a beaucoup d'initiatives qui existent pour ça. Honnêtement, enfin voilà, ces enjeux de transition, ils sont au cœur aujourd'hui des réflexions de pas mal de communautés, de comment est-ce qu'on fait pour aller, dans le même sens plutôt que s'affronter les uns les autres. Mais en pratique C'est en la phrase oui. que tu dis là, attends, je savais pas, ce que tu dis, c'est que les grandes religions, en fait, dans leur, au niveau, des gros décideurs, des religions, il y a cette réflexion de comment on construit ensemble plutôt que se détruire, c'est ça? Enfin, plutôt que de se tirer dans les Oui, pattes. il y a eu beaucoup de discours, du pape François qui Oui. quand même était un voilà, a fait en sorte d'aller, plutôt vers le dialogue, il y a toutes ces initiatives, oui, interreligieuses, interconvictionnelles qui montrent qu'on va à la rencontre, des autres acteurs. Mais surtout, je pense que comment dire? Aujourd'hui, le rôle des leaders, religieux, c'est d'inspirer. Et pour moi, c'est d'inspirer en montrant qu'ils sont en capacité d'agir aussi dans un monde en transition, et que la religion, elle est pas seulement un dogme, comment dire? Qui n'existe que parce qu'on ouvre un livre, mais qu'elle peut être aussi incarnée au quotidien et que c'est dans cette incarnation, en fait, par l'exemple, qu'on va avoir aussi des fidèles ou voilà, ou des disciples ou des croyants qui vont se mettre en mouvement vers quelque chose de positif ensemble.
crois pas trop aux grands discours, moi je crois à l'action, tu vois? Donc qu'on OK, prône des choses, c'est très bien, mais après moi ce que j'ai envie, c'est de voir qu'on arrive à agir ensemble, quoi. OK. Tu m'as perdu ma question du coup. Si, quels sont les points communs? Du coup, qu'est-ce qui rassemble en fait, les croyants, les spirituels, de toutes les de religions et spiritualités? Ouais, il y a beaucoup de points communs. Déjà, il y a des filiations évidentes, si on parle que des monothéismes, c'est enfin, on veut dire, ça vient quand même tout de la même source. Mmh Donc mh, mmh mh. évidemment qu'on a il y a beaucoup de points communs. Mais je dirais au-delà de ça, au-delà de rentrer vraiment dans la question du dogme, il y a aussi la volonté d'aller vers quelque chose qui est plus grand que soi, alors qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle, esprit tout-puissant, univers, le soi avec un grand S, ou voilà, ou que sais-je encore. En tout cas, c'est l'idée de se mettre au service de quelque chose qui est plus grand que soi, et OK, ça, je pense que c'est un point commun qui rassemble beaucoup de, voilà, de personnes qui ont cette spiritualité ou ces croyances. Et on n'a pas besoin d'être d'accord, pour moi, on n'a pas besoin d'être d'accord sur quelle est la forme précise que ça prend. On peut être curieux de savoir ce qui est dans la tête de l'autre quand il parle de Dieu, mais souvent, demande à 2 musulmans ce qu'ils entendent par Dieu, ça on n'aura pas forcément tous la même définition, si on commence à rentrer vraiment dans le détail. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est des pratiques communes, c'est, des référents communs qui font qu'on se sent appartenir à une grande communauté ensemble, et je pense que ça serait ça pour moi, ça serait ça vraiment l'horizon, quoi, ça serait de se sentir appartenir tous à une grande communauté commune qui est, bah, finalement la communauté de notre humanité, quoi, de notre aventure sur terre, et qu'est-ce qu'on fait pour, que ce moment qu'on passe, ici-bas, ça soit un moment qui soit, pour, pour f j'allais dire j'allais dire j'allais dire quelque chose comme, pour que ça soit de répandre l'amour sur terre, tu vois? Pour moi, c'est vraiment ça. Non, C'est mais pour que ça soit plutôt dans ce sens-là que dans le sens de la division et de la violence. tu as dit un truc, aller vers, quelque chose de plus grand, vers le soi avec un grand S, vers Mmh. l'univers, vers Dieu. Ça m'arrive de plus en plus depuis quelques années de, je sais pas trop comment, mais autour d'une discussion, parler avec quelqu'un et dire: «Ah ouais, mais toi aussi tu crois ou tu fais ou tu soutiens l'amour», et en fait, juste dire: «OK, génial, on est dans le même camp», et après, 5 minutes après, j'ai en fait apprendre qu'en fait la personne elle est juive ou parce que j'adore la personne elle est bouddhiste. Mais déjà, enfin, je sais pas si ça existait déjà à l'époque, c'est dans les espoirs de ma vie, c'est de me dire: «Si on arrive à se reconnaître entre nous et à dire: "Ouais, on est de plus en plus à vouloir défendre cet amour, ce truc plus grand", ça donne un peu envie. C'est un bel horizon que tu dis de se rendre compte que même si on n'a pas les mêmes pratiques exactes, que même si on fait pas tous le même sport, on pense que le sport c'est plutôt bon pour la santé, et bah, c'est exceptionnel, tu vois? Et on peut même aller faire du sport avec l'autre s'il faut de temps en temps, genre. Et on peut même accepter que quelqu'un ne fasse pas du sport, mais pense que Et ça on soit bon pour la santé. exactement. C'est vrai de ouf. C'est vrai de ouf. J'ai un de mes meilleurs amis qui ne croit, qui a vraiment pour lui, c'est enfin le matérialisme, tu vois? Donc très, très terre à terre, et qui pourtant croit en l'amour, fort, comme très, très fort, quoi. Mmh Toi, tu dis en fait, c'est con de débattre sur oui, mais Dieu, mais pas Dieu. En fait, ça c comme tu as dit, c'est les actions qui parlent de tout, quoi. mh. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le sujet, un message que tu as envie de faire passer, quelque chose que tu as appris sur ce sujet des religions, de la spiritualité, de la laïcité? Le message que j'ai envie de faire passer, c'est, parlez-en. Ici? Parlez-en parce que je trouve que c'est un sujet qui est tellement profond et tellement beau. Il nous permet tellement d'apprendre sur l'autre, de nous connecter, intimement avec l'autre, que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment incroyable. Faites-le, mais ayez en tête au moment où vous allez en parler que, c'est important de rester ouvert et sans jugement pour qu'il y ait cette relation de confiance qui s'instaure et que vous aussi, vous puissiez partager, ce qui est vraiment fondamental pour vous. Merci. Tiens, merci. Est-ce que je peux te poser les dernières questions, les questions un peu récurrentes du podcast? Je t'écoute avec plaisir. La première, c'est est-ce que tu peux me raconter, même si tu l'as déjà un peu fait, un moment où tu as fait tu eu un peu un saut, une bascule, on a noté ça, un saut de conscience, mais à un moment où tu as vraiment ta vision du monde a changé radicalement, quoi? Waouh! J'ai envie de raconter 2 moments, mais je vais faire court.
1er moment, c'est ce moment où j'ai rejoint, la voie soufie, avec un voilà, une expérience vraiment mystique de rencontre, avec Dieu. Donc ça a complètement changé ma vie parce que c'est pas que j'étais sceptique, mais je me posais des questions sans vraiment avoir d'avis quoi, sur est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ou pas. Donc là, ça a été le 1er moment où ça a radicalement changé ma vision du monde et la deuxième le deuxi J'ai pas rencontré avec Dieu. ah! Est-ce que je vais commencer à rentrer dans ces détails? Je ne sais pas. Comme tu J'ai envie veux, de tu es rester obligé. dans le mystère, mais en tout OK, cas, ce que je peux dire, c'est que cette voie-là permet vraiment une dimension expérientielle, OK, de rencontre intime avec, cette dimension divine-là. OK, Heu et du coup, c'est ça qui, moi, m'a achevé de me convaincre, sur, l'existence de y a-t-il quelque chose de plus grand que moi ou pas? OK. Et le deuxième moment, c'est, le moment où j'ai rencontré, la théorie U. En fait, qui est une approche, en Donne-moi en gros, de référence. méta-analyse, voilà, méta-analyse du changement, qui a été développée par le MIT et plus principalement par Otto Scharmer et quand je me suis formée à cette approche, j'ai vraiment réussi à, enfin poser des mots et comment dire? Et des concepts sur comment est-ce qu'on se transforme en tant qu'individu, en tant que société et pour moi, c'était vraiment comme une intuition qui a enfin été conceptualisée. Je sais pas trop comment expliquer, mais Mmh, ça m'a permis de me dire: «Ah OK, maintenant que je comprends comment le changement fonctionne, je vais pouvoir le mettre en place de façon, OK, consciente et mettre vraiment cette intention-là» et du OK. coup, ça c'était en fait, c'était comme un énorme soulagement de me dire: «Oui, je peux être utile dans ce monde». Mmh, Il y a un on peut cadre qui changer? permet de penser et des outils qui permettent de me soutenir là-dedans, quoi. Je ne suis pas seule là-dedans. Je peux être, agissante, et de façon utile, quoi. Ça a été vraiment un deuxième moment qui était super important pour moi. Merci beaucoup du partage. Comment juste la théorie U, du coup, c'est quoi? Faut lire un livre? Ça, tu conseilles quoi? De regarder quelque chose, de se former? Oui, il y a beaucoup d'outils qui existent. Ce que je vous conseille pour, attaquer, c'est, de regarder les ouvrages, d'Otto Scharmer qui parlent de la théorie U. Il y en a plein qui sont traduits en français. Mais si vous avez l'occasion de vous former de façon plus intense, chaque année, ils proposent un MOOC qui est gratuit, avec le MIT et qui permet de vraiment rentrer dans les fondamentaux de la théorie U. Moi, j'ai commencé par ça, je me suis jamais arrêtée depuis donc voilà. Faites-le si Excellent, vous avez envie de vous investir. Je trouve ça passionnant. merci. 2e question, qu'est-ce qui, te permet de passer un peu outre tout le chaos et les mauvaises nouvelles et qui te donne de l'espoir? Je suis très peu, réceptive au chaos. OK, Heu, je pense que c'est ces 2 expériences-là qui me permettent d'être vraiment, résolument tournée vers l'avenir et vers, la construction plutôt que vers le défaitisme et je OK. pense qu'en fait, on n'a plus ce luxe-là de passer du temps à râler sur ce qui ne va pas dans ce monde. Mmh. Maintenant, c'est comme je disais tout à l'heure, on se retrousse les manches et on bâtit les alternatives parce que ça va pas se faire en 2 jours, les gars. Donc Mmh. il est temps, quoi. Mais je suis 100 aligné. Néanmoins, de temps en temps, il y a un article, il y a la télé, il y a un truc qui vient à mes oreilles et qui juste me plombe le moral, tu vois? Et je me dis: «Putain, mais Mmh. oui, OK, alors on fait des choses et on n'a pas le luxe de se plaindre, mais Mmh. bah, je sais pas, j'ai Sarkozy qui me vient en tête, Elon Musk, tu vois? Je vois de ça à la télé, je me dis: Mmh. oh. Alors ouais, c'est un des défaitistes, mais le réalisme aussi, ça de temps en temps me plombe un peu. Tu te dis, Mmh. «Ça sert à rien d'y penser, donc on sait que c'est là, on en est conscient et on l'accepte». Comment tu arrives à ouais. Ouais, je comprends, je comprends. Ben, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour une petite séance de coaching. C'est noté. Non, en vrai, je sais pas, je pense que ça fait partie de ma personnalité. C'est pas que je suis dans le déni, mais Mmh. en fait, j'arrive pas à consacrer de l'énergie à ça OK. Merci, et je c'est je important n'écoute pas pour les toi. informations, je ne lis pas l'actualité, enfin, je veux dire, je m'informe, mais
je choisis mes sources d'informations, quoi. Ouais. Mmh. Ça aide. Qui sont, les personnes qui t'inspirent et c'est quoi les qualités qui t'inspirent chez elles? Et bah, tu vois, je lève les yeux et je suis, face à une photo de Simone Veil, qui est juste au-dessus de mon OK. bureau, heu, qui pour moi est, enfin, est vraiment une figure qui m'inspire beaucoup, à la fois, bah, par tous les combats, qu'elle a menés au plan, sociétal, mais aussi parce que c'était une femme qui a vécu son histoire, une histoire, très, très difficile, sur le plan familial, mais c'était aussi une maman de 3 enfants et moi, il se trouve que j'ai 3 filles et que ça m'a beaucoup inspirée à un moment où je me posais des questions sur, en fait, est-ce que ma vie, ça va être, la maternité ou est-ce que, je peux aussi, construire sur ça pour faire des choses plus grandes et en fait, ça a été un moteur pour moi dans ma vie de me dire: «Voilà, cette femme a réussi à faire ses études avec 3 enfants et à accomplir tout ce qu'elle a fait et c'était pas un frein pour elle, au contraire, donc ça m'inspire beaucoup». Excellent, excellent, merci. Nin, question un peu large, un peu philosophique. Dans un monde idéal, ce serait quoi une civilisation, la civilisation demain dans 500 ans? Mmh. Bah, je sais pas si ça va être vraiment la réponse, que je ferais si j'avais, 4 heures pour y réfléchir. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire spontanément, c'est, une civilisation dans laquelle on accepte que chacun soit qui il est. Mais pour l'instant, on en est loin, donc il nous faudra bien 500 ans pour, arriver jusque-là. Et ce qui est marrant parce que quand moi je t'entends dire: «On accepte que chacun soit ce qu'il est», ça commence par moi-même accepter qui je suis Mmh. déjà et c'est déjà pas une mince affaire. Donc on mettra bien 500 Clair. ans. OK, dernière question, est-ce que tu, as quelqu'un que tu aimerais, voir passer dans le podcast Changer d'air? Conseillerais d'aller rencontrer? Pas J'ai, plutôt charmeur. j ouais, bon, évidemment, j'ai beaucoup de monde là en tête. Parce que je suis sur plein de sujets à la fois sur la diversité religieuse, sur la transformation, aussi dans le système éducatif et cetera. Mais il y a une approche qui me tient particulièrement à cœur, donc j'ai envie d'en parler. Il se trouve que quand j'ai eu mes 3 filles, il y a eu un moment où c'était difficile, où j'avais pas forcément, des outils adaptés pour, gérer, le quotidien, accueillir leurs émotions et les aider à grandir de façon, autonome et coopérative, pour faire vite. Et j'ai découvert une approche qui s'appelle l'approche parler-écouter et qui est une approche qui a été développée dans les années 70 par 2 Américaines, qui ont fait des ateliers entre parents. Donc c'est pas des expertes en parentalité, mais c'est des parents qui partagent, leur expérience en tant que parents et il y a une femme qui s'appelle Roselyne Roy, qui vient du Canada et qui a beaucoup œuvré toute sa vie pour traduire les ouvrages, d'Adèle Faber et Hélène Mazlish en français et voilà et c'est une personne que j'ai rencontrée en vrai, récemment. On a organisé, toute une tournée de conférences avec elle en France et elle OK. porte vraiment cette vision de l'éducation qui est centrée sur, accepter justement son enfant comme il est et comment est-ce qu'on peut l'aider à se développer, à se déployer dans toute son identité sans, lui imposer en fait, l'image qu'on aimerait, que notre enfant ait et voilà, du coup, ça peut être, une piste pour le podcast. Comment est-ce qu'on peut changer aussi, notre regard sur l'éducation et sur les enfants? Génial, merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup Léa pour, ce bel échange et d'avoir partagé tout Avec ça. grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation et c'était très chouette de pouvoir, discuter de tout ça avec toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Écoute, j'espère que tu as autant apprécié cette discussion que moi, que tu ressors inspiré et plein d'énergie grâce à cet invité. Si c'est le cas, fonce le partager à tes amis, à ta famille ou à qui tu veux. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. À la semaine prochaine.